Notamment, et Alexandre Malafaille, Olivier Ravanello, Olivier Mazerolle et Isabelle Saporta ce soir. Tiens, Emmanuel Macron, il avait promis d'arrêter les petites phrases. Visiblement, c'est plus fort que lui. Après l'échec des négociations sur l'assurance chômage, il s'en est pris aux partenaires sociaux. Je le cite, on est dans un drôle de système. Chaque jour dans le pays, on dit corps intermédiaires, démocratie territoriale, démocratie sociale, laissez-nous faire. Et quand on donne la main, on dit mon bon monsieur, c'est dur, reprenez-la. Et le gouvernement va devoir la reprendre car on ne peut pas avoir un déficit cumulé sur le chômage comme on a depuis tant d'années. Évidemment, les syndicats de la petite phrase sont ravis. Mais où est la petite phrase? Oui. C'est une grande phrase en fait. C'est une grande phrase. Elle est longue. Non, mais là, moi, je serais un petit peu entre les deux pour tout vous dire. C'est-à-dire que non, et en même temps, ça va être mon côté, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là où je suis entièrement d'accord avec Olivier Mazerolle, c'est que force est de constater que en quittant la table des négociations, il donne raison à Emmanuel Macron qui dit qu'il ne veut plus des corps intermédiaires. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que moi, je pense qu'on a plus que jamais besoin des corps intermédiaires, que ce mouvement des Gilets jaunes nous prouve qu'on a plus que jamais besoin des corps intermédiaires, qu'on est d'ailleurs en train d'essayer de les remettre au forceps dans ce mouvement des Gilets jaunes pour s'en sortir, et que là, que font effectivement ces corps intermédiaires? C'est dire, ah bah voilà, en fait, on va bien montrer à papa qu'on n'est pas capable de s'entendre. Et je trouve ça ridicule, vraiment, c'est-à-dire que je ne comprends pas comment les syndicats ont fait ce cadeau à Macron de leur montrer leur incapacité à gérer les choses. Maintenant, sur en plus le fond du problème, alors là, moi je ne comprends pas non plus que le patronat, ça c'est sur le fond, c'est que le patronat refuse cet état de fait qui est que quand même on avait 6,6 millions de contrats précaires dans les années 2000. On est à plus de 17 millions aujourd'hui de contrats d'un mois. C'est sûr que là, il va quand même falloir faire un petit quelque chose, hein, bonus, malus ou autre chose. Mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose sur le fond. Olivier, je suis pas sûr. Les mêmes élus n'ont rien fait remonter de tout le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et que personne. Ça c'est pas vrai. Il n'a même pas voulu aller les rencontrer au moment de leur grand colloque là, de l'association des maires de France. Vous en avez vu sur les ronds-points? Non, mais ce que je veux dire. Vous en avez vu sur les ronds-points de ces élus locaux qui se targuent ça fait des mois qu'ils essayaient de mettre. Non, je suis pas d'accord avec vous. Ça faisait des mois qu'ils lançaient l'alerte et là Macron les a méprisés et il s'en mord les doigts et il est en train de les remettre dans le game et il a raison de le faire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, au lieu de mépriser ces corps intermédiaires pour après les supplier de revenir dans le jeu, on essaye de travailler avec eux. Et ce que je ne comprends pas de la part de Berger, qui est pourtant un mec incroyablement brillant, c'est comment il rentre dans ce jeu de Macron, qui est au fond de lui-même de s'auto-fusibiliser, je ne sais pas comment on peut dire, de faire le fusible en disant mais oui, non, c'est vrai, je suis pas capable. Je ne comprends pas. Alors maintenant, on a quand même le syndicat patronal le plus bête de l'histoire de l'univers. Ça a toujours été le cas en France, le MEDEF qui ne s'occupe que des grandes boîtes. Non, mais c'est vrai. Écoutez, on a un maillage de PME. Mais oui, mais d'accord, mais enfin, si vous voulez, il y a un moment, c'est quand même effrayant de bêtises, quoi. Et que quand vous avez un organisme à gérer, évidemment, et parler de la planète, tous ensemble pour la sauver. Ce sont ces lycéens français dans la rue aujourd'hui, dans les pas de la célèbre égérie suédoise, absolument, de lutte contre le réchauffement climatique. Il y avait quand même 112 pays concernés aujourd'hui, près de 2000 défilés ont eu lieu sur la planète, pas loin de entre 30 et 40 000 jeunes qui ont défilé dans la capitale. Image assez impressionnante aujourd'hui. Il y avait 1000 jeunes à Rouen, 5000 à Rennes, 2000 à Montpellier. Est-ce que ça prend? On se disait il y a quelques semaines, bon, ces jeunes, ils sont quelques centaines, c'est pas mal, on va voir ce que ça va donner. Manifestement, ça prend. Bah, écoutez, on peut qu'espérer que ça prenne vraiment. En tout cas, là, ça avait de la gueule, si je puis me permettre, aujourd'hui. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que notre jeunesse se mobilise. Moi, c'est vrai. Je veux dire, ce coup de gueule qu'a poussé Greta Thunberg devant les grands de ce monde en disant, vous dites que vous aimez vos enfants, mais au fond, vous nous pourrissez la planète. Il est temps que vous en ressaisissiez. Moi, je trouve que c'est important. Donc, on peut que s'en réjouir. Maintenant, je veux dire, j'ai trouvé ça assez génial. Enfin, ça, c'est mon petit coup de griffe du vendredi soir. Je vois la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson, qui va faire des selfies avec les jeunes en disant ouais, faut y aller, alors que les gamins disent juste le gouvernement ne fait pas assez. Je me suis dit quand même, est-ce qu'elle est au courant qu'elle est dans le gouvernement à un poste clé? C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est bien de se mobiliser, d'être en nombre, mais pourquoi faire? Je sais pas, c'est plutôt une bonne manière de, une pression qu'on se met sur envisager l'avenir. Moi, ce qui me frappe, c'est en fait, c'est le contraste avec le grand débat qui nous a animés jusqu'à présent, celui des Gilets jaunes.
cette marche écologique, bon là pour les enfants, enfin les jeunes c'est récent, mais les marches pour le climat, ça commence depuis la démission de Hulot. Donc ça fait un bout de temps. Juste on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes pètent tout et que le gouvernement n'a dit. Il y en a une demain d'ailleurs. Oui, exactement. Je trouve ça assez frappant. Regardez, les chiffres de fréquentation aujourd'hui à Paris sont plus importants que les derniers mouvements des gilets jaunes. Bien sûr, comme on ne casse rien, comme il n'y a pas d'incident, comme il n'y a pas cette violence permanente. Donc c'est le contraste entre les deux mouvements qui me touche, moi. C'est comment des jeunes disent attention à notre avenir et comment les gilets jaunes disent exactement l'inverse. Ils disent nous on veut du fric tout de suite, l'avenir on s'en fout, ça les intéresse pas l'avenir. Ils pensent que à eux. Enfin, je veux dire, la dette, c'est voilà un truc. On pense à nos enfants, on pense au futur. Il y a 2300 milliards de dettes qu'on va laisser à nos enfants. Les gilets jaunes, ils s'en foutent complètement. On est le pays qui. Attention, vous êtes en train de devenir libéral. Vous êtes sur une mauvaise pente. Ne me volez pas mon rôle, Stéphane. Ne me volez pas mon rôle. Le pays qui pas libéral. Vous êtes souverainiste un peu tendance, non? Je suis un peu tout, on en discutera après à la machine à café. On est le pays qui paye le plus d'impôts, on est le pays qui a le plus de dépenses publiques, on est le pays dont la dette est dans le rouge. Et qu'est-ce que réclament les gens? Ils réclament plus de dépenses publiques, donc plus d'impôts pour les plus riches. Et puis la dette, bien sûr, on empruntera pour que ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a un système qui nous mène dans le mur depuis longtemps. Et les gilets jaunes disent il faut qu'on aille plus à fond dans ce mouvement-là, ça ira mieux. Genre, c'est comme les dirigeants de l'Allemagne de l'Est qui en 89 auraient dit écoutez, le socialisme démocratique ça marche, laissez-nous un peu de temps. Non, il faut changer à un moment. Donc là, il y a je trouve que l'idée de penser à l'avenir qu'incarne d'un seul coup cette jeunesse, elle est absente totalement du débat qui nous a tellement occupés jusqu'à présent. Alors moi, étonnamment, je vais être d'accord avec vous sur un point. Moi, ce qui m'étonne dans ce mouvement, je trouve ça très bien, moi, contrairement à vous, que la jeunesse se mobilise. J'ai commencé par dire que c'était... Non, mais vous avez commencé, mais très timidement. Donc, je trouve ça très bien que la jeunesse se mobilise. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on est quand même dans un monde un peu cucul à praline, si je puis me permettre. Où, au fond, aujourd'hui, n'ont droit à la parole que les personnes, entre guillemets, pures. Donc, maintenant, ce sont des gamins, Greta Thunberg, ou je ne sais quel autre égérie va sortir, si possible de moins de 20 ans, parce qu'après on est un peu contaminé. Je pense que moi d'ailleurs à plus de 40 ans, là je sais même pas pourquoi je parle. C'est possible. On est sur RTL, c'est pour ça. Ça, je vous remercie. Si possible pas syndicaliste, si possible pas politique, parce que tout ça, tous les corps intermédiaires, tout ce qui est la démocratie parlementaire, c'est abject. On voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes, puisque vous aviez fait le rapprochement Gilets jaunes, Gilets verts, Stéphane Blakowski, que c'était pareil. On n'a pas donné la parole non plus aux syndicalistes. Il fallait le vrai peuple. Le vrai peuple, c'était, sans intermédiaire. Et moi, par contre, ça, je trouve ça gênant. Parce qu'effectivement, pour faire, et là, vous avez raison, Guillaume Perrault, il va falloir le faire, que ce soit pour le Grenelle de l'environnement, tout ça, avec les corps intermédiaires. Donc, ça a été pareil. Quand Borloo a mis tout le monde autour de la table, il y avait Greenpeace, il y avait tous les corps intermédiaires, il y avait tous les syndicats. La FNSEA, tout le monde était autour de la table. Donc là, ces grandes marches, moi, je trouve ça très sympathique. Moi, je suis pour. Marchons, mais agissons aussi. Voilà, on refait le monde jusqu'à 20h ce soir avec... Allez, encore quelques minutes avec Isabelle Saporta, Stéphane Blakowski, Guillaume Perrault et Roland Quérol. Ce soir, on ne pouvait pas évidemment écarter le sujet qui fait l'actualité. C'est Christophe Castaner et sa virée de la semaine dernière en boîte de nuit. Je dois vous préciser, parce qu'on en parle, que 90% des appels de ce midi avec Pascal Praud et les auditeurs ont la parole étaient consacrés à ce sujet-là, avec les commentaires des auditeurs de RTL. Donc il est allé en boîte de nuit, il en a profité et vous savez tout. En gros, est-ce qu'il est dans son rôle ? Vous-même, vous êtes gêné. Oui, c'est une info. Et ben voilà. On est un peu gêné. On est un peu gêné d'en parler. Il a dit c'est ma vie privée, ça regarde personne. Il a le droit de dire ça à un ministre, il doit se comporter comment ? Il doit... écoutez, moi je trouve que je m'excuse, mais je trouve que cette information est sans intérêt. Je veux dire... c'est sans intérêt. De fait, son écart, le fait est qu'on l'ait vu, puisque c'est l'histoire, qu'il soit en boîte de nuit, qu'on le voit embrasser une jeune femme, qui n'est pas sa femme, puisque c'est ça le fond du problème. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, un petit peu. Vous, un petit peu. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, la seule question que je me pose, je vais vous dire franchement, en tant que concitoyenne, c'est au fond, est-ce que, à la fin d'une manif des Gilets jaunes, il était à sa place, en tant que ministre de l'Intérieur, à avoir l'air ivre,
moi, la seule question, elle est là. C'est-à-dire qu'au fond, j'aimerais que le ministre de l'Intérieur, si un jour il nous arrive un djihadiste ou une manif des Gilets jaunes qui tourne mal, qu'il ne soit pas ivre et qu'il soit droit dans ses bottes pour pouvoir répondre à l'urgence. Donc voilà, moi, la seule chose qui me gêne, c'est son ivresse. Le reste, honnêtement, ça m'est égal. Stéphane. Bah non, c'est une faute politique. Pour que les soldats restent en sécurité et que le nouveau préfet de police ait enfin des directives claires du pouvoir politique, c'est-à-dire de M. Castaner, pour agir et éviter les bavures. Non, mais vous vous rendez compte, Gaspard et Gensar, qu'on en est à dire prions pour que. C'est-à-dire qu'en fait, là, on se rend que ça, il y a tellement. Non, mais il y a tellement, pardonnez-moi d'utiliser tellement de mou dans le manche, tellement de branle dans le manche, pardonnez-moi cette expression vulgaire, qu'en fait, on est juste en train de se dire croisons les doigts pour que ça se passe bien. Et on n'est pas à croiser les doigts, là. En fait, normalement, il y a des ministres en place qui devraient mettre en place une politique qui fasse que l'ordre revienne. C'est-à-dire, là, on s'est servi d'un fusible en disant le préfet, c'était de la faute du préfet qui n'était pas capable, il était trop bête pour comprendre les ordres du ministre qui, lui, est très intelligent. Hein. Et là, maintenant, on est en train de croiser les doigts en se disant, mon Dieu, pourvu que ça fonctionne. C'est une catastrophe. Mais quand même, Isabelle, vraiment, hein. Je comprends que la prière de Gaspard non, est j'ai rien contre la prière. Enfin, non, mais précisément eu égard, précisément eu égard aux dernières déclarations du dit ministre de l'Intérieur et adepte, enfin, ou en tout cas qui ne crache pas sur un petit verre de vodka. Mardi, il a le droit d'aller au restaurant, il a dit. C'était pas une boîte de nuit, c'était un restaurant. Bon, on y sert aussi de la vodka. En tout cas, dans son interview matinale sur une autre antenne de la semaine, c'était, enfin, quand on résume le propos de 20-25 minutes, c'était 1, je suis droit dans mes bottes. 2, si on avait appliqué ma doctrine, c'était bien. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a eu des changements de trucs sur les LBD? Oui, peut-être, mais je suis pas au courant. Enfin, on me l'a dit dans un coin. Mais donc, je donne des consignes au préfet de police et il ne les applique pas. Et finalement, quand même, à la fin, je suis très très bien renseigné. Je sais parfaitement qui infiltre, qui manipule, etc. Donc, un gouvernement qui est parfaitement renseigné n'est pas, et j'espère que c'est le cas. Les RG autrefois, d'autres aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il ne peut pas faire autrement, parce que ce que je disais tout à l'heure, au fond, il n'y a que lui qui soit capable d'avoir une parole plus ou moins forte. Moi, cette affaire Benalla, depuis le début, je ne comprends pas surtout comment une affaire de corne-cul aussi médiocre a pu en arriver là. En fait, c'est surtout ça. D'abord, comment ce personnage sulfureux a pu à ce point s'infiltrer au plus haut sommet de l'État. Comment après, comme la commission sénatoriale, elle s'est mise en place. Pourquoi? Parce qu'au fond, l'Assemblée nationale, quand même, est une Assemblée nationale assez godillot, hein. Donc elle n'a rien fait, donc c'est le Sénat qui s'en est saisi. Et effectivement, Benalla, c'était d'ailleurs comme une série, hein. C'était comme une série télévisée. On l'écoutait faire ses témoignages. Il était extraordinaire, ce jeune homme. Et il y allait au culot, faux témoignage sur faux témoignage. Bon, voilà, effectivement, à force de se moquer des institutions, elle se rebelle. Maintenant, dire que le Sénat n'est pas dans une posture politique, bien sûr que si, tout le monde fait de la politique. Je vous ferai remarquer qu'Édouard Philippe, notre Premier ministre, fait aussi de la politique quand il dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, je n'irai pas au Sénat répondre aux questions des sénateurs. » On a aussi le président de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale qui fait de la politique en disant « puisque c'est comme ça, Gérard Larcher, il ira tout seul à Sciences Po Lille pour répondre aux questions des étudiants. » Bon, voilà, donc c'est le bal des tartuffes. Moi, la question que je me pose là-dedans, c'est pas tellement cette affaire Benalla qui n'a aucun intérêt, c'est plutôt comment notre président, comment l'État a pu faire parvenir aussi haut ce genre de personnage et est à ce point incapable de gérer cette affaire, encore une fois. C'est-à-dire comment on va encore bouffer du Benalla, pardonnez-moi d'être vulgaire, aussi longtemps. Et pardon, juste une phrase, Isa, pour rebondir sur ce que
On refait le monde avec Virginie Leguet, Isabelle Saporta, Jean-Christophe Buisson, Roland Quérol. Et on parle d'éducation, de la lutte contre les violences à l'école et ce plan de Jean-Michel Blanquer qui est en cours de finalisation. Alors c'est vrai que on nous l'annonce régulièrement et il est régulièrement reporté. Mais enfin, normalement, c'est pour dans les prochaines semaines. Parmi les sanctions qui pourraient être proposées par le ministère de l'Éducation, il y a des amendes pour les familles des enfants violents. Il n'est pas question, apparemment, de supprimer les allocations familiales, comme ça avait été évoqué. Et puis, Jean-Michel Blanquer a expliqué qu'il souhaitait, en tout cas qu'il réfléchissait beaucoup, alors, je dis les maisons de correction, c'est un raccourci facile. Des établissements qui pourraient s'appeler des établissements tremplins, où on obligerait les élèves à passer quelques semaines ou quelques mois en dehors de leur cadre familial, voire même régional. Ils y passeraient quelques semaines, quelques mois avant de revenir dans le système éducatif classique. Certains y voient le retour des maisons de redressement, des maisons de correction. D'abord, qu'est-ce que vous en dites ? Problème. Isabelle Saporta. Alors moi, je vais juste faire un petit pas de côté, parce qu'il y a quelque chose qui m'amuse quand même énormément dans ce gouvernement, c'est ils font toujours des ballons d'essai sur tout. Alors vous avez raison, Vincent Parisot, la dernière fois, c'était la suppression des allocations pour les parents dont les enfants, effectivement, étaient trop turbulents, trop violents. Puis là, ils se sont rendus compte, ils ont repris les chiffres de la loi Ciotti, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait eu 80 000 signalements en un an, 619 seulement suppression, et que ça marcherait jamais, et que donc il faudrait faire autre chose. Donc là on se dit les amendes, puis les amendes ça marchera peut-être pas, alors on va faire effectivement cette espèce de, c'est le pensionnat de Ségolène Royal, hein, c'est le pensionnat fermé de Ségolène Royal, d'ailleurs ça a été expérimenté dans certains endroits, donc on fait semblant de redécouvrir l'eau chaude alors que ça existe au fond déjà. L'idée c'est qu'il y en ait un par département là, hein, avec Blanquer. Mais Isabelle, c'est quand même mieux qu'une sanction financière, de prendre les enfants eux-mêmes et pas de punir leur... Je trouve que c'est mieux qu'une sanction financière. Là où je suis entièrement d'accord avec Jean-Christophe Buisson, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale telle qu'elle est, c'est le bal des faux culs. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais vous parler de moi, mes deux filles, je les ai mises dans le privé. Pourquoi ? Parce que ma fille aînée dépendait d'un collège qui était dramatique et que je ne voulais pas qu'elle y soit. Et comme je suis une bourgeoise, je l'ai mise dans un lycée privé, dans un collège privé, parce que je pouvais le payer. Donc si vous voulez, le vrai problème, moi je suis une petite fille d'immigrés, je suis une enfant de la République. Je veux dire, pour moi, il n'y avait rien de tel que l'école publique. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, la question c'est, est-ce que, au nom de mes idéaux, je fracasse mes enfants dans une école publique qui n'est plus bonne, ou est-ce que je leur offre quelque chose d'autre ? Et là, on sort un peu du sujet là. Parce que si on enlève les perturbateurs de ces lycées-là, voilà. Mais c'est pas la maison de correction qui va rendre l'école publique. Personne n'emploie ce mot de maison de correction. Pourquoi vous caricaturez ? Le problème, si vous voulez, c'est que ces gamins qu'on enlève d'un endroit, qu'on met dans un autre, et à chaque fois qu'ils arrivent dans cet autre endroit, c'est une catastrophe, et qu'on se renvoie comme une boule. Voilà, ça marche pas, quoi. Virginie Leguet. Moi, je ferai un petit... Dans les yeux, évidemment, référence à ce qu'il avait dit en jurant qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Isabelle Saporta, deux poids, deux mesures, ou alors non, la place de Jérôme Cahuzac n'est pas en prison? Ouais, mais moi, écoutez, au risque d'être un peu politiquement incorrect, moi, ça me choque pas énormément, en fait, pour tout vous dire. Cet homme, il a payé cette amende de 300 000 €. De fait, il a menti les yeux dans les yeux. De fait, effectivement, c'était inouï d'avoir au fond, ce ministre de l'évasion fiscale, puisqu'il était ministre des Finances, ne pas nous dire, mais qu'on se rende compte qu'il a un compte en Suisse. Maintenant, moi, au fond, qu'il soit médecin généraliste en Corse, je pense qu'il sera plus utile en étant médecin généraliste en Corse qu'en étant en prison, où de toute façon, il y aura pas de récidive. Donc non, moi je trouve pas que ce soit une affaire vraiment très choquante, mais bon. Et vous, Jean-Christophe, vous aviez entendu le procureur dire que on pouvait pas faire ça aux gilets jaunes quasiment. Ah bon, si c'est les gilets jaunes qui déterminent la justice en France. Mais oui, ils déterminent tout. Ils vont même au Sénat, puis c'est annulé. C'est vrai que moi je suis assez d'accord aussi avec Jean-Christophe Buisson, c'est-à-dire que j'aimerais bien, au fond, que ce soit mu par de vraies valeurs, que ces hommes de gauche ou prétendument de gauche nous disent que là c'est pas possible autour d'Édouard Philippe, etc. Moi j'aimerais qu'effectivement ce soit pour eux un vrai marqueur social, cette question, puisque c'était ça normalement qui faisait tout vriller, de la retraite.
puisque c'était un engagement de Macron de ne pas reculer l'âge de la retraite, et que ce soit pour ça qu'ils se battent. Et dans ces cas-là, moi, je suis prête effectivement à les écouter et à les entendre, parce que c'est un vrai thème. Parce que c'est un vrai thème, et je trouve que au moment où on est en train de rendre, soi-disant, le débat national avec les gilets jaunes qu'on a dans la rue depuis des mois, je pense que le marqueur de dire, au fond, on vous a bien entendu les mecs, vous pouvez retourner sur les ronds-points autant que vous voulez, parce que nous, la retraite, ce sera beaucoup plus tard. Je pense que ce serait une faute politique. Donc je pense que l'arrogance de ces personnes de droite est trop forte et qu'au fond, Macron ferait bien de les siffler un peu. Maintenant, je suis assez d'accord avec Jean-Christophe Buisson, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait une once de loyauté des idéaux de gauche de la part de ces gens-là. Je pense que juste ils veulent arriver au pouvoir, et je trouve ça assez détestable. Voilà. Ouais, c'est la même analyse. De toute façon, tout le jeu d'Emmanuel Macron, ça a été quand même d'être plutôt contre les journalistes. D'ailleurs, c'était même finalement, on avait quasiment des cerbères face à nous, parce qu'on était tous, il était contre tous les corps intermédiaires, et les journalistes font partie des corps intermédiaires. Au fond, il y avait pas de syndicalisme, et on a vu où on en est arrivé avec le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y avait pas de journalistes, et finalement, maintenant, il s'aperçoit que les corps intermédiaires ne sont pas si mal que ça. Moi, ce que je vois là-dedans, si vous voulez, c'est surtout que oui, c'était incroyable ce grand débat. C'était incroyable, ça a duré des mois. Et là, moi, j'attends de voir ce que le magicien Macron va faire pour s'en sortir, pour tout vous dire. Parce que, je ne veux pas préjuger quoi que ce soit, mais si vous voulez, il faut quand même que ça accouche de quelque chose. Et là, on voit pas de quoi ça peut accoucher, à part de quelque chose de déceptif, en fait. Là, on est dans quelque chose, on attend tellement de ce grand débat que je vois pas. Et si vous voulez, alors pardonnez-moi de faire de la psychanalyse de bazar, mais si vous voulez, cet incendie énorme de Notre-Dame qui est arrivé au moment où il devait parler, si vous voulez, c'était comme une espèce d'apocalypse qui venait couronner ce grand débat dont on ne sait pas comment accoucher. Là, il devait parler, il n'a pas parlé. Il a été parfait, d'ailleurs, il avait tout à fait raison, il ne pouvait pas parler. Il est venu parler le lendemain pour nous dire qu'il n'allait pas parler encore une seconde fois. Puis là, maintenant, on attend qu'il parle avec les journalistes. C'est comme un cauchemar, en fait. Oui, mais je pense que, de toute manière, il ne pouvait pas parler cette semaine après l'incendie de Notre-Dame. Non, mais pas possible. d'accord, mais... Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Comment il va parler? Il faut aussi se méfier de nous-mêmes, nous autres journalistes, puisqu'on est tous journalistes autour de cette table. Si vous regardez bien les sondages qui sont sortis sur les mesures qui ont fuité, ce ne sont pas des mesures qui sont mal accueillies. C'est-à-dire que si on va dans le détail, moi je suis personnellement, mais bon, je suis contre la suppression de l'ENA, je suis contre la réduction. C'est un peu pareil. On a déjà vu avec Nuit debout ce que ça donnait un petit peu. On a vu avec Occupy Wall Street. Il y a des nouvelles formes de manifestations qui sont violentes, qui peuvent être très violentes. Et moi, je crois pas du tout que ce système cette colère des gilets jaunes, qui est plutôt de la colère des gilets jaunes. Oui, des gilets, des ultra jaunes plutôt. À mon avis, on va la retrouver de samedi en samedi maintenant. Ça ne va pas s'arrêter. Oui, mais alors, je m'excuse, mais là, je suis entièrement d'accord avec Antonin Audrey. C'est-à-dire, là, ça veut dire quoi? Ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Le ministre de l'Intérieur. Non, mais je suis désolée, mais là, je m'excuse d'être un peu ferme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que le ministre de l'Intérieur, effectivement, vous acceptez l'article 3, ce soit normal, que ce soit le bordel tous les samedis, si vous voulez. L'article 3 de la réforme qui vient sur la loi anti-casseurs, qui vous permet, sur un plan administratif et préfectoral, d'aller chercher. Non, alors là où je suis entièrement. Je m'excuse, mais enfin, si vous voulez, quand vous aviez l'interview de Castaner, où il expliquait qu'on savait qui c'était, où ils étaient et ce qu'ils faisaient, ce sont tous des gens dont on sait qu'ils ont déjà cassé. Je vois pas en quoi cette loi nous aiderait en quoi que ce soit. Non, je suis désolée, vous savez très bien que ça c'est le bal des faux culs. C'est juste que politiquement, soit vous demandez à un juge. Non, c'est faux. Et vous savez que c'est faux. C'est juste que politiquement, ils n'ont pas envie de le faire. Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Mais politiquement, ils n'ont pas envie de le faire. Soit vous demandez à un juge de le faire et le juge il a un pouvoir discrétionnaire, soit c'est le pouvoir administratif et au terme de la loi, il va chercher chez eux et il les met à l'abri le temps de la manifestation les gens qui veulent aller manifester et qui sont en plus récidivistes. C'est tout. Cette loi, elle a été critiquée par la droite, par la gauche, dans certains de ces articles, notamment l'article 3. Parce que même les policiers vous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Ce qu'ils veulent juste, c'est qu'on leur... Mais bien sûr que non. Olivier Ravanello, vous craignez le pire, vous, pour demain? Je rejoins Yves. Et par ailleurs, de mon point de vue, ça n'est plus qu'un problème de sécurité publique. Il faut accepter de dénier une dimension politique à ce qui se passe aujourd'hui, samedi après samedi, parce que la seule dimension politique, et je suis d'accord avec Antonin, c'est
de casser le système, c'est de casser la démocratie. Et donc, on ne le cautionne pas et on ne le cautionnera pas. Et on peut aller même au bout de cette logique et s'interroger en tant que journaliste. Vous avez toujours eu sur toutes les manifestations une couverture des manifestations avec le message politique qui était porté par ces manifestations, notamment au moment du 1er mai, qui donnait lieu à des directs, à des lives pendant 3-4 heures. Et où on entendait les revendications des gens qui manifestaient pacifiquement. Et puis vous aviez systématiquement, et de manière comme tous les samedis aujourd'hui, très organisée et très ritualisée, 1 heure, 2 heures de baston. Mais qu'on traitait dans les médias comme de la baston. Pas comme un phénomène politique qui interpelle samedi après samedi le président de la République. Et peut-être faudrait-il que nous revenions à un traitement médiatique qui soit celui-ci. Mais je trouve que vous êtes même trop gentil avec nous. Ce qui se passe aujourd'hui, le samedi, à du fait div. Et simplement à du fait divers. Mais je trouve que vous êtes trop gentil. Ne peut pas occuper. Pardonnez-moi, mais je trouve que vous êtes trop gentil. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert, enfin pas ici, mais dans certaines radios et dans certaines chaînes en continu, on a ouvert les robinets à un discours haineux. Mais à un moment donné, où il y avait un discours politique. Excusez-moi, c'est pas vrai, ça a changé. Il y avait un discours politique au début. Sans contrepartie, on a invité sur des plateaux des gens qui avaient un discours complotiste, sans contrepartie, sans que personne ne les empêche. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que de toute façon, la même chose. La mission des journalistes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut. Moi, ce dont je m'alarmerais aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, les journalistes. Sans contrepartie, sans que personne ne les empêche. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que de toute façon, la mission des journalistes. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut. Moi, ce dont je m'alarmerais aujourd'hui, c'est de voir qu'aujourd'hui, les journalistes qui couvrent ces manifestations qui sont parfois des jeunes, aujourd'hui, le font au péril de leur propre sécurité. Et je trouve très inquiétant que des journalistes ne puissent plus aller couvrir de l'information en France aujourd'hui sans prendre le risque de leur intégrité physique. Et je trouve ça beaucoup plus alarmant que les débats sur la façon de couvrir tel ou tel événement. Et par ailleurs, j'ajouterais que les journalistes sont peut-être pas exemplaires. Je suis, moi, stupéfait de l'attitude de certains politiques qui vont de Mélenchon à Dupont-Aignan, qui soufflent sur les braises et hontément. Et ces gens-là prétendent diriger le pays. C'est-à-dire que on n'est pas face à des hommes d'État, on est face à des gens qui font de la récup politique absolument dégueulasse et de la pire démagogie. Et ça leur a pas porté chance, Vous remarquerez, c'est fond dans les sondages. Restez avec nous, on prolonge le débat, on refait le monde jusqu'à 20h. À tout de suite. Les Français n'ont pas été dupes. On refait le monde. Voilà. Moi, je suis sûr qu'Isabelle Saporta, vous trouvez qu'il a dit beaucoup de choses sur l'écologie. Ah ouais, non, ça c'était vraiment remarquable. Sur l'écologie, ça j'avoue, cette espèce de souffle lyrique. Ce qui est marrant sur l'écologie avec Macron, c'est que depuis le départ, plus il en parle, plus il le met au centre du jeu verbalement, moins il en fait, quoi. Donc c'est comme d'habitude. Alors là, il a créé un nouveau comité Théodule. Je trouve ça génial. Je sais pas à combien on en est sur l'écologie. Il y a un moment juste, moi j'espérais effectivement qu'il annoncerait presque un grand plan Marshall sur l'écologie. C'est quand même le sauveur de la planète. C'est mec planète Greta Thunberg. Notre Macron président. Et là, effectivement, il n'y a rien eu. Moi, j'ai trouvé par ailleurs un truc vraiment, pour moi, c'était le bal des faux culs. C'est cette idée, donc il voulait quand même supprimer le CESE, le comité environnemental. Bon, alors maintenant, on le supprime plus. Ah oui, on met 150 citoyens tirés au sort, d'accord ? Quelle blague ! Et ces 150 citoyens tirés au sort vont avoir à œuvrer sur tout ce que nos politiques n'ont pas fait jusque-là. C'est-à-dire, effectivement, faire en sorte de simplifier cet empilement de normes complètement délirant qu'il y a en France, essayer de trouver d'autres solutions écologiques et pragmatiques. Et alors là, je me dis, de qui se moque-t-on, vous voyez ? Vous n'aimez pas lire des rapports. Non, mais c'est hallucinant. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, là, finalement, je ne sais même pas si je serais pas qu'une bonne idée peut venir de la vie quotidienne. Ah non, mais c'est pas le problème de la bonne idée, c'est que là, on a fait le grand débat. Vous savez, le grand débat, c'était ça l'idée. C'était que les bonnes idées, elles venaient de la vie quotidienne et qu'on avait tous participé. Et que donc là, maintenant, c'était l'action, vous voyez ce que je veux dire ? Et non, maintenant, c'est pas l'action. Maintenant, on recrée des comités et on va retirer des gens au sort pour repenser ensemble ce qu'on va pouvoir faire plus tard. Vous savez, c'est marrant parce que les seuls qui fassent ça, la procrastination à outrance, c'est les lobbyistes, c'est les industriels des pesticides, ce sont ces gens-là qui se disent, tout ça de gagner, pour pouvoir continuer à polluer. Et ben finalement, là, c'est tout ça de gagner pour continuer à rien faire. Alors, est-ce que finalement, Serge Papin va être un petit peu moins sévère ? Enfin, non.
particuliers Oui, mais- financés par les entreprises. Moi, je voudrais savoir Non, mais si moi- les avances, c'est un alors- virage à gauche. Alors moi, attendez, moi je voudrais juste revenir sur un truc J'y tiens, oui. avant votre virage à gauche, Vincent Parisot. Je voudrais juste refaire un petit point, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui reprendre l'impôt sur le revenu, qui est quand même l'impôt le plus égalitaire qui est en France, c'est-à-dire le plus progressif. Alors que ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui en France, c'est la TVA, c'est la CSG, qui elle frappe tout le monde de manière, voilà. Et si vous voulez, ça me paraît quand même un peu tartuffe, là aussi, puisque vous dites c'est un virage à gauche, c'est-à-dire qu'on ne touche pas aux impôts qui frappent finalement le plus durement les classes populaires, puisque là, c'est pas progressif, mais ça frappe tout le monde de la même manière. Et par contre, on touche à l'impôt sur le revenu. Les classes populaires, effectivement, comme le disait très bien Ceux Elisabeth, qui ne sont pas imposables ne verront pas la différence. Exactement, Bah oui, donc oui, c'est oui. plutôt les classes moyennes, chères à Laurent Wauquiez, plutôt qu'à Macron, Enfin, cher à normalement. tout le monde, hein, Non, pardon, parce que je m'excuse, mais enfin, si vous voulez, c'est plutôt c'est ce que d'ailleurs disait très bien Elisabeth Martichoux ce matin à Darmanin. On est plutôt sur le cœur de cible de la campagne de Wauquiez que de celle de Madame Loiseau pour les européennes. Et enfin, je sais plus ce que je voulais dire, parce que comme vous tendez le bras vers Ganzer, je allez-y. Eh ben voilà, je suis démasqué. Mais réfléchissez, ça va venir. Gaspard. Non, mais je vais aller. Non, mais moi, là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'on voudrait faire élire Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, on ferait pas autrement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression, ma génération, je n'ai jamais voté que finalement contre Le Pen. C'est-à-dire qu'on a une espèce de, de prise en otage du débat démocratique où on ne peut pas voter par conviction, parce que ce qu'on pense, c'est au fond de faire avancer les choses, de trouver quelqu'un dont on pense qu'il est capable de faire quelque chose, mais juste en disant par opposition, mon Dieu, pourvu que le Front National n'arrive pas au pouvoir. Et c'est vrai que je trouve que la stratégie d'Emmanuel Macron, elle est dangereuse parce que au fond, là, il est en train de tuer toute pensée politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit contre ce que fait Macron. Il a quand même le dos bien large, là. Il Non, lui mais attribue beaucoup de malheurs. on ne peut pas dire quoi que ce soit sur la politique de Macron, puisqu'au fond, dire quoi que ce soit contre Macron, c'est finalement laisser une chance encore supplémentaire à Marine Le Pen qui est déjà si haut. Et c'est vrai que là, je trouve ça très angoissant. Elisabeth. Oui, non, mais d'abord, il suffit de ne pas céder à ce chantage. Enfin, on va tout de même pas laisser. Il suffit de ne pas céder à ce chantage. Enfin, on va tout de même pas laisser Macron, comme vous dites, de détruire toute pensée politique, ce qui est un peu exagéré. Non, moi, j'ai été très frappé dès le début de cette campagne par le fait que leur clip de campagne s'ouvrait sur cette phrase « Vous n'avez pas le choix ». Vous n'avez pas le choix, bien sûr. Je trouve ça assez hilarant de convoquer des gens aux élections en leur disant « Vous n'avez pas le choix ». Et Mais la rien, dramaturgie, ça ne les Elisabeth, arrête pas. Ce clip était complètement démentiel sur le mode de la peur. Or, moi, je pense en plus que, outre tout ce que Mais moi, je trouve que finalement, tout ça revient aussi un peu au premier sujet qu'on avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une défiance vis-à-vis de la classe politique qui est très forte. Il y a une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires qui est très forte. Vous avez raison, Elisabeth Lévy, ce mouvement a obtenu finalement, en quelques mois de mobilisation, Plus que les syndicats. ce que les syndicats n'obtiennent plus. On voit bien qu'ils ont cavalé derrière le mouvement sans réussir à le rejoindre. Moi, le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est que là encore, je suis d'accord avec Gaspard Ganzer. Moi aussi, je croyais au grand débat. D'abord parce que je pense qu'on ne pouvait pas ne pas y croire et qu'il fallait, au fond, réconcilier les Français entre eux. on pouvait pas ne pas y croire, ben moi, j'y croyais pas quand même. Ce que je veux vous dire, Elisabeth Lévy, c'est qu'à un moment, c'est pas la question, c'est de vouloir réconcilier les Français entre eux. Moi, la question, c'est pas que ce soit la guerre entre chaque partie de notre population. Moi, je crois, comme vous, qu'on est un grand pays et que, au fond, on va construire les choses ensemble. Mais je n'ai pas cru que ce débat pouvait le faire. Le problème que j'ai, en tout cas, ça aurait dû être un médium pour ça. Et moi, le problème que j'ai, c'est qu'on est toujours dans le court-termisme. C'est que là, ce qu'il fallait faire, c'est dire, voilà, il y avait des très bons papiers qui étaient faits dans le Figaro, où on montrait au fond où était né ce mouvement. Que partout où il y avait un éloignement des services publics, il y avait une fronde, que partout où il y avait une diagonale du vide qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas se servir de sa voiture, il y avait une fronde. Donc il fallait faire un vrai plan sur les infrastructures, sur la mobilité, sur les services publics qu'on n'a pas fait. On a mis une espèce d'agence des services publics qui existait déjà, qu'on avait débranché et qu'on rebranche. C'est-à-dire, c'est toujours non, mais vous avez raison, il n'arrête pas de sortir des mesures qui étaient déjà des mesures existantes dont il nous annonce. Ça, c'est vraiment énervant. Sans compter le faux référendum sur ADP. Ça, c'est vraiment l'enfumage du siècle. Sur 20 ans, là, je m'excuse d'être gaulienne, il faut un plan sur 20 ans pour revoir et entendre enfin les Gilets jaunes sur le fond. On refait le monde de la suite à la fin, dans une poignée de secondes.